Vous apprêtez à écouter une entrevue que j'ai faite dans le cadre de mon spectacle Machine. Ce contenu-là est entièrement financé par mon spectacle Machine pour mon spectacle Machine. Alors, si ça vous intéresse, achetez-vous des billets au www.joecormier.ca pour mon spectacle Machine. Dans le cadre de mon spectacle Machine, mon deuxième one-man show, j'ai décidé de présenter une série d'entrevues dans lesquelles je m'entretiens avec différents professionnels de différents domaines. Et là, aujourd'hui, vous allez assister à l'échange de moi et François Lafont, un historien, écoute, Twitcher. Vraiment, là, j'ai été là, abasourdi par la discussion parce que c'est tellement riche d'informations. Je vous le dis, mettez-le à 0.5. Écoutez-le à 0.5, ça va être juste un peu plus lent dans le discours, mais tabarouette, vous allez tout comprendre. On a parlé de la rébellion des Patriotes, la représentation des Vikings, la Mésopotamie, le système économique. On est allé dans la Grèce antique, bref, tout ça pour le siècle des Lumières, tout ça pour mon plaisir personnel et celui de la création dans lequel je suis plongé en ce moment. Alors, je vous souhaite d'aimer l'entretien. Et si vous aimez l'entretien, si vous dites « Tabarouette, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Joe? » Vous savez quoi faire, www.joecormier.ca. Tous mes billets sont en vente sur ce point de vente-là. Alors, à vous de jouer. Et surtout, bonne écoute. François Lafont, bonjour. Bonjour, Joe. Je suis content de te voir. Ben, apparemment, je suis content de te voir. Merci pour l'invitation. Merci. Ça fait du bien de recevoir un historien dans le but de s'informer sur l'histoire parce que, je vais te dire, je sais pas si c'est ma nature complotiste ou tout, mais j'ai l'impression que l'histoire qu'on nous raconte n'est pas tout le temps l'histoire qu'on a vécue. Ouais, ça dépend. C'est sûr que là où on apprend l'histoire, c'est beaucoup plus, bon, premièrement, à l'école. Ouais. On a tous reçu des cours d'histoire, que ce soit au primaire, au secondaire. On a tous eu notre premier contact là-dedans. Les maisons longues. Les maisons longues, oui, effectivement, là, surtout dans le nouveau programme d'éducation, il y a un gros focus là, sur les Premières Nations. Puis sinon, ben, on a les produits de cinéma, de jeux vidéo, tout ça. Là, fait qu'on est vraiment bombardé beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai que, comme tu dis, là, les produits de culture populaire sont pas toujours représentatif de qu'est-ce que c'est réellement l'histoire, effectivement. Fait que là, c'est là que nous, on intervient pour soit chialer sur les produits, ça, c'est souvent ce qu'on fait la plupart du temps. Mais des fois, on en approuve quelques-uns. On n'est pas si pire que ça, quand même. L'historien est un gardien de l'histoire, finalement. Ouais, un gardien de l'histoire, un avocat du diable, quelqu'un qui va briser les rêves des gens au niveau de l'histoire, dans le genre... Quelqu'un qui me dit, mon film préféré, c'est Braveheart, c'est tellement historique. Et là, moi, d'arriver puis de faire comme, non, il y a plein d'erreurs historiques. Et même moi, j'ai été très triste d'apprendre qu'il y en avait beaucoup. Pas vrai? Ouais. Là, toi, tu te spécialises Viking, Rébellion du Québec. Oui, c'est deux sujets que j'ai beaucoup creusés. En fait, c'est des sujets que j'ai choisis un peu à travers mon parcours, ben, selon mes autres intérêts. T'as fait ta maîtrise, je pense, en... Oui, exact. J'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval, en fait, là, sur les rébellions des Patriotes, 1837-38. C'est un sujet qui m'avait toujours allumé depuis l'école secondaire, en fait. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand j'avais 16 ans, dans mon cours d'histoire du Québec-Canada. Puis quand j'avais entendu parler de cet événement-là, à quel point c'était fondateur de notre société dans laquelle on vit aujourd'hui. En fait, la Confédération canadienne, puis la séparation des provinces, la fondation des commissions scolaires et tout ça, tout ce qu'on a encore aujourd'hui comme institution, c'est parti des rébellions des Patriotes. Fait que ça a été vraiment comme la bougie d'allumage. Donc moi, ça m'avait comme beaucoup drivé. Puis pour ce qui est des Vikings, ben j'ai cofondé une troupe de reconstitution historique qui est basée à Rimouski, qui s'appelle le Crablag, qui existe encore aujourd'hui, qui est encore active. Puis ben, à ce moment-là, en faisant mon trip de reconstitution, en faisant des combats à l'âme vive, en me battant dans des lignes de boucliers, en semant des coups d'hache sur mon casque en métal. T'as appris sur l'histoire. J'ai appris sur l'histoire des Vikings, ouais, exact. C'est bien hot, ça. Je suis content. Tu me parles de rébellion, là. C'est ça qui m'a allumé le plus, probablement dû à mon petit troupe de l'opposition, qui nous a donné beaucoup de bénéfices actuels. Comment on peut en venir à une rébellion? Il y a beaucoup d'éléments. Faut savoir en fait que les rébellions des Patriotes, comme je le disais, c'est vraiment un moment qui est très fondateur de beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui. Comme je le disais, bon, il y avait les institutions, mais il y a aussi, on va tomber en élection l'année prochaine au niveau du gouvernement du Québec. Ben, la formation de comment nos partis politiques sont organisés partent aussi de cette période-là.
Parce qu'en fait, les rébellions, la manière qu'on en est arrivé là, c'est que c'est un peu le résultat de 40 ans de lutte sociale et politique et économique qui était orchestrée par un peu les classes de l'époque. Ça commence en 1792, 91-92, quand on a eu une proclamation qui a fait en sorte que, justement, notre premier gouvernement est arrivé. 1792, c'était nos premières élections. Donc, nos premières élections générales, on a élu nos premiers députés, notre première chambre d'assemblée, l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui l'Assemblée nationale du Québec et la Chambre des communes. Puis, à cette époque-là, il faut savoir que on était à peu près à moins de 30 ans de la guerre d'indépendance américaine. L'Angleterre avait perdu une de ses colonies les plus fortes en Amérique du Nord et il voulait éviter que ça se reproduise. Puis à ce moment-là, il sentait que les gens avaient une volonté d'émancipation, une volonté de grandir un peu plus. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, OK, les Canadiens, pour pas que vous vous énerviez trop comme vos voisins du Sud, on va vous donner un parlement aussi. Mais c'était un parlement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient élire des députés, mais les députés avaient aucun pouvoir de décision. Ils pouvaient pas décider des budgets, les projets de loi devaient être approuvés par le conseil privé, par le conseil exécutif qui était nommé par la couronne à Londres. Et chaque fois qu'il y avait un projet de loi qui était passé, il devait être approuvé par ce conseil-là. Et après ça, il était envoyé à Londres, à la Chambre des Lords, pour être approuvé par la reine et son conseil. Ça en faisait des dédales administratifs. Une grosse bureaucratie, là. Une grosse bureaucratie, pas d'autonomie. Puis à ce moment-là, justement... Très peu de téléphone. Très peu, d'ailleurs, il n'y avait pas de téléphone. Beaucoup de bateaux. Beaucoup de bateaux. Effectivement, les moyens de communication, de transport étaient vraiment pas les mêmes. Donc, les délais étaient très longs. Vraiment, là, ça fâchait beaucoup, là, finalement, les députés qu'on avait. C'est à cette époque-là aussi qu'on a vu une gang de Canadiens français, puis d'Irlandais, de Britanniques, un peu plus libéral, un peu plus en termes d'émancipation politique aussi, qui ont commencé à se regrouper ensemble et à dire « Hey, on va prendre le contrôle de cet organe de gouvernement-là, puis on va essayer d'avoir un gouvernement pour et par le peuple. » Des députés qui sont capables d'avoir ce qu'on appelle une responsabilité ministérielle, c'est-à-dire de pouvoir justement voter les lois, les impôts, les traités pour le territoire, par les gens du territoire. C'était un peu à la base aussi, là, justement, des idéaux de la Révolution américaine. Donc, ils s'en sont beaucoup inspirés. D'où d'ailleurs le nom du mouvement, les Patriotes, c'est qu'ils se sont inspirés des Patriots aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment un lien là, à travers ces deux mouvements-là. Encore un produit américain. Encore un produit américain, oui. Papineau, Louis-Joseph Papineau, d'ailleurs, était un amoureux des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. Ils étaient complètement ailleurs à l'époque. Différent un peu. Là, de ce que j'entends, finalement, c'est que c'est les balbutiements de notre culture. Ouais, de notre démocratie, en fait. Démocratie et culture ça. Aussi, par le fait même. Là. Exact. Puis il n'y a pas que, là, je parle seulement de l'intellectuel, des gens de profession libérale, médecins, avocats, tout ça, qui étaient lettrés, qui étaient cultivés, puis qui s'initiaient à la politique, qui se présentaient comme députés. Le peuple, lui. Le peuple, lui, était aussi impliqué là-dedans, parce qu'il faut savoir qu'à la même époque, plus ça allait, puis plus l'Angleterre était endettée, et elle supportait de moins en moins ses colonies. Et en plus, on était dans le régime seigneurial à l'époque. Les municipalités n'étaient pas encore fondées. Donc, à ce moment-là, c'était des seigneurs qui gouvernaient les seigneuries avec les censitaires. Ouais, l'ancien système que la France nous avait légué dans le temps de la Nouvelle-France. Moi, je l'ai vu beaucoup à Kamouraska, là, ça. Là, parce que, à Kamouraska, ils nous expliquent... j'ai pris la petite visite du village, là. En tout cas. OK. Oui, donc c'est ça. Puis à ce moment-là, on assiste vraiment à une espèce de gang de seigneurs, en fait, qui étaient beaucoup des industriels, des hommes d'affaires, des gens qui voulaient faire la pièce avec leur seigneurie. Donc, plus ça allait, puis plus ils taxaient leurs censitaires. Et en plus, à ce moment-là, il y avait une crise des récoltes. Il y avait aussi... l'approvisionnement qui était difficile. L'approvisionnement qui était difficile aussi, oui, effectivement. Puis on avait aussi grosse crise économique, l'endettement, le surmorcellement des terres, les gens dans les campagnes qui voulaient léguer leurs terres à leur famille, à leurs enfants, ils pouvaient de moins en moins le faire et tout. Surmorcellement, ça, on s'entend, c'est séparer le terrain familial pour construire des maisons. Oui, exactement. Donc, souvent, mettons une famille d'agriculteurs qui va avoir 8 enfants, par exemple. À l'époque, on avait quand même des familles assez nombreuses. À ce moment-là, il y en avait là-dedans qui devaient hériter des terres et qui devaient aussi fonder leur propre famille, leur propre maison, leur propre culture et tout ça. À ce moment-là, il fallait léguer les terres autour de la famille. Puis, à ce moment-là, il y avait une rareté des terres, il y avait une très forte demande. Ça commençait à être de moins en moins possible d'avoir un peu sa propre terre agricole aussi dans les campagnes. Fait qu'à ce moment-là, il y avait une grogne populaire qui commençait à naître. On trouvait que le gouvernement nous taxait trop, on trouvait que les seigneurs abusaient. Il y avait une crise des récoltes, il y avait un surmorcellement des terres. Là, on est-tu en 1837? Eh oui, on est pourtant au 19e siècle, première moitié du 19e. Ouais, mais on dirait qu'on est... on dirait que ça fait écho avec ce qu'on vit des fois. Avec des problèmes actuels, oui, effectivement. Souvent, on dit que plus ça change, plus c'est pareil, mais c'est ça qui est intéressant avec l'histoire, c'est qu'on peut souvent trouver des réponses à nos problèmes modernes en explorant le passé. C'est ça qui est intéressant. J'aime ça. Ouais, donc là, la population s'est jointe à cette élite-là des patriotes, justement, qui, eux, revendiquaient un assainissement du gouvernement, une prise de possession par
le Canada français, finalement, là, par le territoire local, en fait, des institutions. Et ça faisait écho avec ce que la population vivait. Donc là, il y a des gens du peuple qui se sont joints massivement aux patriotes. Et à un moment donné, ça a fini par faire un mouvement. Pendant 30 ou 40 ans, à la Chambre d'Assemblée, le groupe politique des patriotes, justement, a fait des revendications, il publiait dans les journaux. Les journaux étaient un organe militant politique très important à l'époque. Et ils se butaient à ce qu'on appelait un peu la clique bureaucrate. On les appelait le Parti bureaucrate. Ça, c'était des gens, beaucoup des Britanniques, mais aussi des Canadiens français, puis des gens des autres cultures, là, finalement, qui habitaient là, qui, eux, prenaient le bord du pouvoir colonial et étaient proches du conseil exécutif. Parce que souvent, il y avait des intérêts sociaux, politiques ou économiques à prendre le bord du gouvernement. Ouais. Exactement. Mais ceux qui... tu vas me permettre de te couper là, quelques fois dans le podcast. Ah, il n'y a pas de stress. Je suis vraiment désolé. Je vais dire désolé pour toutes les fois où je vais le faire. Ceux qui prenaient parole politiquement dans les journaux à cette époque-là, y avait-il un plus grand danger? Parce que j'ai l'impression que quand la colonie mère la prenait, tu devais perdre ton droit puis bien des trucs, là. Le danger était assez omniprésent, oui. Le danger de militantisme était vraiment réel à l'époque. On dira, il l'est encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a un filet social, puis des protections, puis des lois que si tu milites en politique ou quand tu t'en vas voter, ben, tu sais, justement, on a le vote secret derrière une urne. Derrière l'urne et tout ça, là, justement, puis on peut voter sur papier et tout ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tout ça n'existait pas. Les élections étaient à main levée. Donc là, tu savais qui avait voté pour qui. Oh yo, fait qu'il devait y avoir de la pression des lutteurs, là. Plus que ça, il y avait même des groupes politiques qui faisaient pression à l'entrée et qui intimidaient les gens avant même qu'ils entrent dans la salle pour qu'ils votent de leur côté. Puis souvent, ça virait en bataille, il y avait des émeutes, il y avait des affrontements de clans, ça jouait rough, là. Ah ouais, hein? Hey, tu me dis ça, puis on dirait que ça m'anime là, de « Ouais, non, tu me diras pas pour qui voter. » là. Non, c'est ça. On va se battre direct ici en avant. Là. Exactement. Puis les députés des comtés étaient élus vraiment par appel de vote. Donc, on appelait le candidat, les gens levaient la main, il y avait un scrutateur qui prenait les notes et tout ça, le nombre de votes et tout. Là, donc, puis qui enregistrait aussi, il y avait des listes qui existent encore aux archives de gens pour qui ils ont voté et tout ça. Donc là, c'est ça, les votes n'étaient pas secrets à l'époque. Donc là, déjà... t'as une zone potentielle de conflit à ce niveau-là. Énorme zone de conflit. Ouais, puis ben, ceux-là qui écrivaient dans les journaux, je te dirais que des fois, on trouve, mettons, que les chroniqueurs ou les journalistes, ils n'ont pas la langue dans leur poche, ils prennent un parti pris et tout ça. C'était pire à l'époque. Des fois, il y avait littéralement des insultes qui étaient écrits, il y avait des appels à la violence, il y avait des appels clairs et nets à voter pour un bord plus qu'un autre. T'avais des journaux, par exemple, comme La Minerve, qui était le journal de Ludger Duvernay, le député de Trois-Rivières, qui était aussi rédacteur en chef de La Minerve, que lui, c'était un journal très clairement pro-patriote et qui encourageait les gens à encourager les patriotes, vraiment. Et à l'inverse, tu avais aussi des journaux anglophones dans la région de Montréal. J'ai plus les noms comme ça en tête rapidement, là. Mais ces journaux-là étaient très clairement anti-canadiens français, racistes envers les Canadiens français, les catholiques. Langue et religion, à l'époque, ça allait beaucoup ensemble. Là. Donc, grosse critique contre le catholicisme, le français. On appelait là, justement carrément des fois à les tabasser, les Canadiens français, puis à les remettre à leur place, puis tout ça. Donc, non, ça jouait rough. C'était violent quand même. Là. Puis les journaux étaient vraiment pas indépendants à l'époque. C'est ça, ouais. C'est donc, il y a quelque chose, le parallèle de faire que les médias ont souvent créé la zizanie, là. Tu sais, quand je pense au courant où on le voit encore aujourd'hui, là. Ouais, ben, où on ostracise les woke, entre guillemets, puis faire, ils sont combien, ce monde-là, là? Tu sais, dans le sens, j'ai l'impression qu'on martèle, alors que à cette époque-là, est-ce que tu crois qu'il y avait du martèlement pour justement créer un mouvement ou vraiment c'était... parce que là, tu sais, je vois qu'il y a ça dans notre ère actuelle, là, mais est-ce que... Puis je la trouve un petit peu exagérée. Est-ce qu'à l'époque, c'était exagéré de dire prendre part pour la rébellion? Est-ce que c'était vraiment... Là, je vais me détester en disant ça, mais as-tu un pourcentage là, de population qui était enclin à se rebeller? Les pourcentages comme ça, vite de même, je t'avoue que je les ai pas. Faudrait que je les retrouve, mais je serais capable de les retrouver. Mais par contre, ça a mobilisé quand même pas mal de monde, mais ça a été vraiment progressif. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs, Gilles Laporte a publié une super de belle étude sur la mobilisation régionale, autant du côté patriote que du côté loyaux au gouvernement.
Ça s'appelle Patriotes et loyaux. Je vous invite vraiment à aller vous procurer ce livre-là. Si je me rappelle bien, c'est dans les éditions Septentrion, si ma mémoire est bonne. Patriotes et loyaux. Patriotes et loyaux, ouais, exactement. Qui met en juxtaposition les deux groupes. Oui, les deux groupes, puis après ça, qui montrent dans les différentes régions, surtout autour de Montréal, qu'est-ce qui s'est passé, puis même à Québec, qui s'est mobilisé, comment ils se sont mobilisés, c'était qui les leaders locaux, tout ça. Puis on se rend compte qu'en fait, la mobilisation, surtout à l'approche des rébellions, était quand même très forte. Parce qu'il y a un événement, en fait, qui va vraiment secouer le paysage politique, c'est les 92 résolutions en 1834. Les 92 résolutions... Je connais pas ça. C'est un immense document avec énormément de contenu rédigé par l'élite intellectuelle patriote qui se sont réunis pour vraiment condenser toutes leurs revendications politiques des 30-40 dernières années en un seul et même gros document et en 92 résolutions, comme le nom dit. Et le but, c'était d'aller porter ça à Londres. Donc, c'est le député Denis Benjamin Vigée qui s'en est occupé et qui est allé finalement à Londres porter les 92 résolutions en main propre à la Chambre des Lords. Et là, la Chambre des Lords a regardé ça, ils ont légiféré et ils ont littéralement dit non à l'ensemble des résolutions. Ils ont dit non, on n'approuve pas ça, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Et ça, c'était avant ou le Lord Durham? C'est juste avant. C'est juste avant, OK. Ouais, de ça est né Lord Durham. Oui, c'est arrivé après la première rébellion, parce qu'il y a eu deux rébellions, 37 et 38. Puis Lord Durham est arrivé après la première rébellion de 37. Ouais. OK. Donc là, ils regardent ça, puis ils se disent, c'est Lord Russell, entre autres un membre de la Chambre des Lords, qui dit non à l'ensemble des 92 résolutions et en prend 10 de ça, qui, grosso modo, impose le statu quo. Dit, ça va rester comme ça, vous n'aurez pas vos revendications, arrêtez de nous achaler. Donc là, pendant 30 ou 40 ans, à s'obstiner avec les gouverneurs qui se succédaient dans la Chambre d'Assemblée, avec les membres du Conseil exécutif, ça brassait des deux camps et tout ça. Là, c'était vraiment le coup de poignard final. Là, finalement, les patriotes l'ont vraiment pas pris et se sont dit, ça passera pas comme ça, il y a une élection générale qui s'en vient, on va prendre le contrôle du gouvernement, let's go, grosse mobilisation. Et là, c'est des assemblées populaires qui vont commencer dans tous les comtés possibles. Papineau puis les patriotes vont voyager partout pour mobiliser les gens. C'est ça, donc à cette époque-là, c'était vraiment du porte-à-porte. Oui, exactement. Des assemblées populaires, surtout. On allait dans les campagnes, on allait dans les paroisses, dans les villages, dans les villes. Une assemblée populaire, on se pointe. Puis là, Papineau puis ou sinon les leaders locaux, finalement, arrivaient, faisaient des discours enflammés. Puis surprenamment, quand on regarde des discours, il y a beaucoup d'accents de révolution américaine. Là, on commence à parler de boycotter les produits anglais, on commence à parler de faire nos propres produits. Les vêtements, on arrête de prendre les vêtements des colonies anglaises, on fait notre propre étoffe du pays. Les femmes également, les femmes des patriotes qui s'impliquaient commençaient à justement tisser des bas de laine, tisser des vêtements seulement avec les produits locaux, des choses comme ça. Et on appelle vraiment à boycotter autant que possible le gouvernement anglais, puis faire une espèce de résistance passive, finalement. Puis Papineau, lui, de son côté, il était pas pour la rébellion armée. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment prendre le contrôle des institutions et, légalement parlant, et avec, au pire, de la résistance passive, finalement, pas paralyser, mais bref, revendiquer envers le gouvernement anglais pour avoir ce qu'il voulait. Sauf que là, finalement, ça a dégénéré parce qu'il y avait des groupes plus radicaux que eux. Ils voyaient que les négociations ne marchaient pas depuis trop longtemps, la résistance passive, ça prenait trop de temps. Donc là, littéralement, ça commençait à sentir des accents de révolution armée. Là. Et il y a des groupes qui se sont empressés de combattre, sortir les armes, et c'est là que ça a commencé à dégénérer vers les rébellions. Puis, bon, il me vient encore... Les Premières Nations étaient où là-dedans, là? Il n'était pas consulté, j'imagine? Il n'était pas consulté. Les seuls qui les consultaient réellement, c'était le gouvernement britannique parce que plusieurs des nations, en fait, avaient des traités avec le gouvernement qui dataient même justement du régime d'avant, c'est-à-dire du régime français. Et à ce moment-là, les membres des Premières Nations, eux autres, étaient très respectueux et ils étaient ils se tenaient beaucoup by the book envers ces traités-là. Ils se sentaient redevables beaucoup au gouvernement à l'époque et tout. Et malheureusement, les patriotes n'incluaient pas les Premières Nations dans leur projet. On avait souvent tendance à les oublier, à les mettre au rencard de la société, à les considérer comme des enfants qu'on devait tutorer, mentorer et qui ne pouvaient pas s'arranger par eux-mêmes. Et même pire que ça, pendant la rébellion de 1838, les patriotes de Châteauguay, pas trop loin d'ici, sont allés à Kanesatake, à la communauté justement chez les Mohawks, et ont tenté de leur subtiliser leurs armes parce qu'il y avait peur que les Premières Nations finalement prennent les armes et les backstab et aient les attaquer pendant leur offensive de rébellion. Donc là, ils ont tenté vraiment de les embusquer dans leur village, aller prendre leurs armes. Sauf que finalement, les Mohawks savaient qu'ils s'en venaient. Donc à ce moment-là, ils se sont dit on va les attendre de pied ferme. Comme de fait, c'est eux qui se sont fait capturer et livrer aux autorités par les membres des Premières Nations. Intéressant, ça.
Puis même, moi, j'ai étudié beaucoup. Ça a été mon sujet de maîtrise, d'ailleurs. Là, j'ai étudié les procès en cour martiale qui ont eu lieu après la rébellion de 1838. Puis je me suis intéressé, en fait, aux témoins des procès en cour martiale contre les patriotes. Donc, j'ai étudié autant ceux-là qui sont allés témoigner pour les patriotes que ceux qui sont allés témoigner contre. Et dans ceux-là qui témoignaient contre les patriotes, il y avait plusieurs membres des Premières Nations qui étaient là. J'aime ça. J'aime ça, ces détails-là. Je te sors un peu du Québec, je te sors peut-être même de ton champ de compétences. Je suis à la recherche d'erreurs historiques qui ont fait l'histoire. Je ne sais pas si tu en as dans une ou l'autre des civilisations. Puis après ça, on parlera des civilisations et des balbutiements de tout ça. Là. Mais est-ce que, à Brûle-Pourpoint, tu as des erreurs comme qui nous apparaissent quasiment comme comiques aujourd'hui? Vite comme ça, je dirais que les premiers comportements ou expressions, mettons, à vocation historique qu'on intègre, qui sont encore là aujourd'hui. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait nommer, là, mais il y en a un, entre autres, qui avait fait écho là, il y a peut-être 3 ans de ça, début 2022. Puis c'est Justin Trudeau qui l'avait nommé, donc au moment où il était premier ministre. On était encore dans le fort de la pandémie avec les mesures sanitaires et il y avait une interdiction à ce moment-là là, de voyager, de faire des voyages à l'étranger et tout. Et tout le monde a entendu parler des influenceurs qui ont fait le party dans l'avion, pas de masque, pas de mesures sanitaires, qui ont tous contracté la COVID, qui ont été pognés à Tulum, qui n'ont pas pu revenir. Puis là, Justin Trudeau était en furie devant les médias et les a traités d'Ostrogoths en vacances. Donc ça m'a fait rire quand il dit ça parce que les Ostrogoths, c'est actuellement un vrai peuple historique dans l'histoire. Puis c'est une expression qu'on a intégrée dans notre langage pour parler de gens qui respectent pas les règles, qui saccagent des choses ou qui respectent pas les conventions puis qui agissent un peu en sauvage et tout ça. Puis la raison de ça, en fait, on peut la retrouver justement à la fin de l'Antiquité, début du Moyen Âge. Les Ostrogoths, c'était un des peuples qui viennent, grosso modo, à peu près du territoire allemand actuel. C'était une tribu germanique, en fait, qui a essaimé en Europe occidentale et qui a justement fait des raids, qui a fait des pillages, qui a foutu un peu le bordel, là, justement, au sein de l'Empire romain. Et c'est quand on attribue la poussée des tribus germaniques, est-ce que c'est eux, est-ce qu'ils en faisaient partie ou ça? Ils en faisaient partie. Il y avait beaucoup de peuples. En fait, il y avait les Gauls, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales. D'ailleurs, ça, c'est un autre terme, justement, le mot vandale. Quand on dit qu'on fait du vandalisme, c'est que les Vandales, justement, je sais plus si c'est Rome ou une autre ville qui avait saccagé, là, vite de même, ça me vient plus. Je suis pas historien d'Antiquité, donc ça se peut des fois qu'il y ait des détails que je mélange. Mais il y avait pillé des villes, en tout cas, puis il y avait justement fait beaucoup de saccages. Parce que, bon, évidemment, un pillage, c'est pas doux, là. C'est pas rare qu'on saccage des trucs. C'est pas doux, ouais. Non, c'est pas très doux. Fait qu'à ce moment-là, les Vandales étaient reconnus comme étant des pillards, du moins aux yeux des Romains, là, justement, assez invétérés. Puis à ce moment-là, ça a fini par être intégré dans le langage. Comme quoi, tu saccages quelque chose, tu brises un bien, tu combats l'autorité en saccageant des biens, puis tu fous le bordel. Vandalisme. Wow. Du nom de la tribu des Vandales. Ouais. C'est bien hot. Tu connais-tu un peu l'assassinat de Pythagore? Malheureusement, non. OK. Tantôt, d'entrée de jeu, avant que le podcast commence, tu me disais les Vikings, la représentation des Vikings. Ouais. Très, selon toi, erroné par le biais culturel. Là. Oh que oui. Oh que oui. Vas-y, explique-moi. Souvent, quand on va entendre parler de Vikings, puis je suis convaincu que tes auditeurs vont avoir probablement la même image en tête, on va penser guerrier, on va penser Valhalla, cri de guerre, berserker, on va s'imaginer des gros gars poilus, Ragnarok, ouais. On va s'imaginer vraiment des gros gars poilus, barbus, vraiment comme, tu sais, en chest avec des peaux de fourrure, malpropres, un peu rapiécés, qui se battent avec 2 grosses haches dans leurs mains, puis qui smashent leurs ennemis, puis qui sont littéralement des fous de guerre à boire dans des cornes à boire. Là, j'exagère vraiment le stéréotype, là, mais c'est beaucoup ce qu'on voit dans plusieurs produits qui parlent des Vikings. Mais l'image, je te dirais que c'est complètement le contraire de A à Z, de ce que c'était réellement historiquement parlant. Donc moi, comme historien, puis comme ancien reconstituteur viking, quand je vois ça, je me dis « ouch ». C'est quoi finalement ta lecture de ça? Là? C'est que c'était des gens propres? C'est des gens... C'est ça, c'était carrément le contraire de ce que je viens de vous dire, de ce que je viens de te dire, en fait. Là. C'était des gens qui se nettoyaient très souvent. Encore aujourd'hui, entre autres en Norvège, on a la tradition justement des thermes, des sources d'eau chaude, des bains et tout ça. Donc déjà à l'époque, c'était des gens très soignés qui se nettoyaient beaucoup. C'était des gens qui aimaient justement les belles parures, qui aimaient bien se coiffer. Tu sais, entre autres, dans quelqu'un qui partait en expédition viking, ça a été vraiment prouvé, documenté dans des sources archéologiques. On retrouvait par exemple un petit pic de métal pour
pour se curer les ongles, on retrouvait un peigne en os, on retrouvait des petits produits de toilette de beauté, des choses comme ça. Donc, même quand ils partaient faire du pillage et du commerce, puis qu'ils partaient loin explorer les frontières, ils restaient propres quand même. Donc, ils restaient beaux, ils restaient propres, ils se peignaient, ils se lavaient. Et moindrement, ils pouvaient trouver des belles étoffes, des belles couleurs vives, des beaux bijoux. Il les mettait et clairement, il s'affichait avec. Puis, comme on dit aujourd'hui, là, il aimait ça porter du bling puis le montrer. Là, ah ouais, c'est plus bling-bling que viking. Là. Ouais, c'est plus bling-bling que viking, effectivement. Puis viking, c'est pas tout à fait le terme. Hein? Non, exact. Ça aussi, c'est une autre erreur de langage que les gens font parce que viking, en réalité, c'est faire le viking. C'est une profession. N'importe qui pouvait être viking, en fait, à l'époque. Là. Même quelqu'un qui venait pas des pays scandinaves, en réalité. C'était pas relié à une ethnie, c'était pas relié à une culture, c'était vraiment relié à un acte. Donc, on disait faire le viking. Donc, souvent, ce que j'aime dire pour le résumer, c'est que beaucoup des Vikings étaient scandinaves, mais c'était pas tous les Scandinaves qui étaient des Vikings. Okay. Parce que plusieurs Scandinaves, en fait, n'étaient pas intéressés par les expéditions, restaient chez eux, entretenaient leurs terres. Mais donc, là, de ce que tu me dis, genre, on aurait pu connaître un autre peuple qui n'est pas scandinave qui faisait le viking aussi. Mais c'est juste eux qui l'utilisaient dans leur langage? Ou en réalité, c'est vraiment un mot propre à cette époque-là, mais faire de viking, en réalité, on a toujours eu un peu des vikings à travers l'histoire. C'est juste qu'on les a pas appelés comme ça, puis les contextes n'étaient pas les mêmes. Mais si tu prends, par exemple, l'âge d'or de la piraterie, les pirates, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attaquaient des bateaux, ils prenaient des richesses, des possessions. Sinon, ils faisaient du commerce, du marchandage, et ils restaient pas chez eux, ils étaient mobiles. Puis on disait pas faire le viking à cette époque-là. Non, on les appelait des pirates exactement. Ouais. Mais les Vikings, sans dire que c'est les pirates de l'époque, il y a quand même quelques similitudes parce que partir en viking, c'était partir en expédition. Mm-hmm. Donc, on allait pour aller faire des raids, on allait pour faire du pillage. Bien souvent, même la plupart du temps, c'était pour du marchandage ou de la négociation. Même, on a retrouvé dans les fouilles archéologiques une bague qui avait 2 faces. Parce qu'il y avait des enjeux de religion à l'époque. Le christianisme commençait à s'implanter très rapidement chez les Scandinaves. Et de plus en plus, Thor et Odin et la mythologie qu'on connaît, entre autres grâce à Marvel, tranquillement commençaient à prendre le bord chez les Scandinaves. Et en plus, les peuples nordiques étaient très renseignés sur ce qu'il y avait autour d'eux et savaient que les chrétiens, il y en avait de l'argent, il y en avait des ressources. Donc, à ce moment-là, il y avait une petite bague où il y avait une croix chrétienne, où il y avait un marteau de Thor. Puis selon à qui il s'adressait, il pouvait revirer la bague de bord pour dire « Ouais, moi, je suis chrétien, veux-tu négocier avec moi? » C'est brillant, ça. Très brillant. Ouais, c'est des gens très ingénieux. Puis l'autre fait que je peux noter par rapport à leur ingéniosité, c'est leur capacité de survie, leur capacité de navigation. Ces gens-là, grâce à eux, on a découvert des territoires. Eux ont découvert des territoires, en fait, dans lesquels les gens étaient presque jamais allés. Les Norvégiens, entre autres, ont été les plus prolifiques au niveau des explorations. C'est eux qui ont découvert le Groenland, l'Islande, puis qui ont même été parmi les premiers à découvrir l'Amérique. Mm-hmm. Donc, ils avaient des navires qui leur permettaient de se rendre très loin dans les cours d'eau, très loin dans les mers. Puis ils les construisaient avec un bois qui était léger, qui était solide, puis dans une forme aérodynamique qui leur permettait de bien naviguer les mers. Ils avaient une connaissance des vents, des points cardinaux qui étaient très avancés pour l'époque. Puis c'était des gens super ingénieux. C'était des gens qui avaient appris à vivre en mode survie, en fait. Parce que les terres de Scandinavie, surtout pour les récoltes, c'était pas toujours avantageux, mettons. Je pense comprendre qu'un jardin en Scandinave, c'est tough. C'est tough. C'est tough. À moins de légumes racines, mais bon, je m'y connais pas assez. Ils se nourrissaient beaucoup de poissons, ils se nourrissaient beaucoup de ce qu'ils trouvaient dans la mer, en fait. Il y en était quand même friand, la chasse aussi. Ils chassaient beaucoup à la lance, ils chassaient beaucoup à l'arc. Puis, ils mangeaient beaucoup, là, justement, de viande de gibier, de poisson. Les légumes qu'ils pouvaient faire pousser, ils les mangeaient aussi. Les fruits, même chose. Sinon, ils prenaient aussi les provisions qu'ils réussissaient à récupérer des pillages, récupérer des raids. Mm-hmm. Donc, c'était un peu ça le but, en fait, là, des expéditions vikings. C'était que ce soit par le marchandage, la négociation ou le pillage. C'était juste de ramasser des ressources pour toffer l'année, en fin de compte. Ou s'enrichir, ou les deux. Puis, on a parlé de différentes époques, là, mais les balbutiements des civilisations, là, tu t'attribuerais ça à quelle époque? Ça va loin. Ça va loin, hein? Ça va loin. La plus ancienne et la plus lointainement documentée qu'on peut prendre, c'est l'Empire mésopotamien, qui commence dans les années jusqu'à moins 4000, moins 3500. Donc là, tu sais, considérant qu'on est en 2025, on remonte même passé dans zéro, là, selon le calendrier grégorien. Ouais. Ça remonte à plus de 6000 ans à peu près, là. Puis, c'est pas là, eux,
qui ont trouvé les premières traces de chiffres, la tablette de... Oui, le code d'Hammurabi, qui était un code de loi qui est exposé encore aujourd'hui au musée du Louvre. Les premières tablettes d'écriture cunéiforme avec des lignes, des points agencés là, justement pour faire des chiffres. Un des plus vieux documents historiques qu'on a retrouvé, justement, document écrit, c'était un document administratif qui était un document de comptabilité. Qui date de l'Empire mésopotamien, justement. Puis, explique-moi, c'est quoi le début d'une civilisation? Tu sais, est-ce que dans le cadre historique, tu peux faire ça, là, dans le sens... C'était quoi les besoins ressentis? Comment on en est venu à se fédérer? On en est venu, ben c'est sûr que ça s'est fait par rassemblement de communautés. Si on monte vraiment très loin dans l'histoire, dès que l'être humain ou l'ancêtre de l'être humain a foulé cette terre-là, ben évidemment, il y avait des besoins de survie. Il y avait des besoins de manger, de nourrir, de se loger. On a encore les mêmes besoins aujourd'hui, ça n'a pas changé. Puis déjà, à cette époque-là, justement, on avait ces besoins-là de survie. Puis évidemment, tu augmentes beaucoup tes chances de survie si tu te rassembles avec d'autres personnes. Puis avec le temps, plus la communauté va grandir, plus ça va prendre évidemment des règles de l'administration, des lois pour avoir un contrat social entre toutes ces personnes-là pour que tout le monde puisse s'entendre sur les mêmes règles de vie sociale pour être capable de bien vivre en société et avoir des chances égales de s'en sortir. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ce besoin-là. C'est le besoin de survivre, le besoin de vivre, de se nourrir, puis en même temps d'avoir des loisirs, des passe-temps, d'avoir des relations avec les autres et tout ça, que ce soit amis, amoureux, peu importe. Besoin de fonder des familles et tout ça pour assurer sa descendance et tout. Puis, quand tu réunis un groupe assez important d'individus à un même endroit, ben ces gens-là, justement, ils doivent se nourrir, ils doivent se loger, ils doivent vivre ensemble. Puis, à ce moment-là, ben assez rapidement, les gens se sont rendus compte que ça prenait des règles, ça prenait des lois établies, que tout le monde devait suivre, sans quoi il y avait des sanctions. Donc là, ça prenait des gens qui décidaient de ces lois-là, ça prenait des gens qui appliquaient, enforçaient ces lois-là. Puis ça prenait aussi des secteurs économiques. Fait que bref, c'est vraiment la nécessité de se regrouper, de socialiser et de survivre ensemble qui a fait un peu l'émergence de ces premières civilisations-là. T'sais. Quand tu dis des secteurs économiques, c'est pas la même économie dont on parle aujourd'hui. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans une économie qui est un peu plus technologique, qui est un peu plus numérique, dans laquelle aussi on a quand même des moyens de production de base qu'on n'a pas le choix d'avoir, mais qui ont été mécanisés, industrialisés à partir du 19e siècle, quand on a eu l'industrialisation qui est partie de l'Angleterre puis qui a essaimé à travers l'Europe et l'Amérique, entre autres, dans les pays dits industrialisés. Fait que là, aujourd'hui, on est mécanisé, industrialisé, électrifié. À l'époque, le secteur économique, c'était même pas des dollars, là, c'était moutons. Oui, ça a commencé beaucoup par le troc. On a eu des premières monnaies aussi avec des pierres marquées. Puis assez tôt, quand on a découvert les métaux avec, par exemple, le bronze, le cuivre, l'étain et tout ça, quand on a commencé à pouvoir exploiter les minéraux, ben à ce moment-là, on a fait des pièces de métal, on leur a donné une valeur monétaire. C'est là qu'après ça, les premières économies d'argent ont commencé. Donc, on s'est fait des systèmes, en fait, pour attribuer de la valeur à des choses et être capable de faire de l'échange qui était bien balisé, là, finalement. Est-ce que... J'entends les codes civils et les contrats sociaux. Est-ce qu'on peut entrer la religion là-dedans? On peut entrer la religion là-dedans, oui. Parce que en fait, même les premières religions, avant même celles que tout le monde connaît puis qui s'est popularisée à travers le monde, le catholicisme. Puis après ça, toutes ces variantes finalement chrétiennes, donc le protestantisme et tout ça. Avant même la religion dit monothéiste, donc on croit seulement en Dieu et Jésus-Christ et son sauveur et bref. Avant tout ça, ben les premières religions, en réalité, c'était des religions qu'on appelle polythéistes, c'est-à-dire qu'on croit en plusieurs entités divines. Et ces entités divines-là et ces héros-là, parfois, c'était des demi-dieux, donc des personnes engendrées autant divins que de l'humain. Bref, on s'est fait comme une espèce de gros panthéon divin qui devait expliquer le monde. En fait, les premières religions, c'était vraiment ça, c'est qu'on assistait à des phénomènes. Et des orages, des volcans. Des volcans, des choses comme ça. Fait que là, il fallait expliquer d'où ça venait. Fait que là, par exemple, au niveau, le premier exemple qui me vient en tête que tout le monde va connaître, ben, le dieu Thor dans la mythologie nordique. On disait que, justement, il y avait son marteau Mjolnir forgé par les nains qui lui permettait de balancer des éclairs, donner des grands coups qui ressemblaient à des coups de tonnerre. Déjà, à l'époque, c'était forgé par les nains? Ouais, exact. En fait, faut pas chercher loin. Tout ce qu'on connaît dans les références de mythologie, de fantastique, ça part de la mythologie nordique et germanique. OK. Les nains, les elfes, tous ces trucs-là. Là. Tolkien a beaucoup puisé dans le folklore nordique pour faire son univers du Seigneur des Anneaux, etc. Et par après, quand Donjon Dragon est arrivé, donc après les romans de Tolkien qui sont arrivés quand même très tôt dans l'histoire, ben ils ont pris cette base-là de Tolkien, de la mythologie nordique, pour faire Donjons et Dragons et tout ce qu'on a d'univers fantastique. Fait que l'univers fantastique que l'on connaît actuellement est né d'une place.
Presque. Presque, ouais, à peu près. D'une place ou de plusieurs places, effectivement. C'est venu puiser dans le folklore mythologique, finalement. Fait qu'à cette époque-là, déjà, on avait inventé la licorne, je peux dire. Ouais, on peut le dire comme ça, oui. Ou le Pégase, le fameux cheval ailé. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça existait pas Mésopotamie, ça. La Mésopotamie, oui, il y avait leur propre mythologie. Entre autres, il y avait le héros Gilgamesh, qui est comme une espèce de Hercule, qui fait plein d'épopées avec son compagnon, puis tout ça. Il y avait des dieux auxquels il croyait, justement. Puis même, souvent, je sais que tu voulais parler là, justement d'anxiété puis de performance et tout ça. Ben, à l'époque, en Mésopotamie, justement, on croyait que l'anxiété s'était attribuée à la colère des divinités, beaucoup plus qu'aux enjeux personnels. Donc, si on était affligé d'anxiété ou d'enjeux qui nous causaient malheur, on disait qu'on avait peut-être offensé les dieux ou qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on avait fait de pas correct qui fait qu'on avait une malédiction, tu sais. On remettait ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Puis même les mythologies, ben, tous les dieux et déesses qu'on a créés, c'était non seulement un reflet des phénomènes scientifiques, météorologiques ou autres qu'on n'était pas capable d'expliquer à l'époque et qu'on expliquait par la croyance divine, mais c'est aussi d'expliquer les enjeux humains. Meilleur exemple que je peux donner, c'est dans la mythologie grecque, Zeus, Héra et Aphrodite. Héra et Aphrodite représentent toutes deux l'amour et les relations amoureuses, mais pas dans le même niveau. Aphrodite, ça va être plus le plaisir charnel, la sexualité, puis vraiment tout le sensuel, le chaud, le romantique et tout ça. Puis l'amour pur. Alors que Héra va représenter le foyer, la stabilité, le mariage, le fait d'être marié un homme et une femme et tout ça. Ce qu'on peut simplement résumer à relation utilitaire et fuck friend. Pour prendre les termes d'aujourd'hui, oui, on pourrait dire ça. Et Zeus qui représentait de son côté l'adultère, parce que le nombre de fois qu'il a trompé Héra avec des humaines, avec des déesses, avec des créatures... Zeus, c'est un bon fuckboy. Hein? Ouais, c'est un bon fuckboy. C'est le fuckboy par excellence, ouais, je dirais. Hein? Très loin de ce qu'on voit dans les films de Disney. Très, très loin. Oui, ben là... Imagine un film de Disney, ça s'appelle Fuckboy, c'est tard. Là. C'est dur, excuse. C'est comme, ouais. Astifi, là, j'ai plein de pistes qui me sont sorties de la tête. Ouais, tu m'as parlé de... Mésopotamie, l'anxiété était considérée comme un mot de Dieu. Ouais, exactement. C'est les Babyloniens, en fait, là, justement, dans la cité de Babylone, qui considéraient que c'était un peu des colères de divinité personnelle et non pas à cause de causes psychologiques. Puis déjà, à l'époque, justement, dans les premiers écrits, c'est à cette époque-là qu'on a vraiment les premiers aussi écrits médicaux en écriture cunéiforme. Puis on reconnaissait, entre autres, la brisure de l'esprit, donc qui était caractérisée par des crises de panique, de l'insomnie, de la faiblesse physique, de la perte de concentration. Donc, à travers l'histoire, ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain va rester un être humain et nos réflexes émotionnels vont toujours un peu rester les mêmes à travers les époques. C'est notre interprétation qui change. C'est l'interprétation qui va changer exactement et comment surtout on va la traiter. Parce qu'il y avait aussi pas mal de performances, notamment au niveau des scribes. C'était intense d'être un scribe à l'époque. Qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, c'est celui qui consignait justement les écrits. Il travaillait souvent là, pour les gouvernements, puis c'est lui qui produisait là, tous les documents historiques qu'on a retrouvés dans les fouilles. Il était battu quotidiennement pour des erreurs d'écriture, puis le travail la nuit était obligatoire. Donc, s'il y avait une profession anxiogène, c'était probablement celle-là. Hey, puis s'il y en a une, t'as pas besoin de te faire battre, c'est bien écrire, là. Ouais, mais faut dire aussi que... Dans le sens que aussitôt que t'es stressé d'écrire, c'est tu fais... Hein? Tu fais des erreurs, c'est sûr. Puis imagine, en plus, aujourd'hui, on a les cellulaires, on a les SMS. Ouais. T'envoies un message sur Messenger ou Instagram, t'as 15 minutes pour annuler l'envoi ou le modifier avant que la personne ne voit, mettons. Là. Ben là... Avant que quelqu'un voit le travail du script, tu dois avoir 2 jours ouvrables certains. Là. Ah, c'est plus long, mais en même temps, il y a moins place à l'erreur. Parce que si tu scrapes ta tablette d'écriture, tu es obligé de recommencer au complet. Là. Ouais. Un peu d'eau? Ah oui, s'il te plaît. OK, ouais, c'est ça. Là. C'est parce qu'il n'y avait pas place. L'erreur était plus coûteuse. Ouais, exactement, oui. J'interromps mon propre podcast pour te dire que si t'aimes le contenu que tu es en train d'écouter, c'est probablement parce que tu devrais acheter des billets pour venir voir mon spectacle Machine. www.joecormier.ca, partout à travers le Québec. Je te dérange pas plus longtemps. Bonne écoute. Comment on écrit l'histoire? Comment on écrit l'histoire? Ça, c'est intéressant parce que ça change à travers le temps. Ça change à travers le temps. Au début, je te dirais, les premiers historiens, c'était pas des gens qui étaient très impartials. C'était souvent des gens qui travaillaient pour l'autorité, qui travaillaient pour des gouvernements, qui travaillaient, tu sais, souvent on dit... À des fins presque personnelles, de laisser une trace... Ouais, laisser une trace, il y avait un peu le fait d'entrer dans la légende comme étant un grand historien reconnu. Il y a encore un peu de ça aujourd'hui, là, je te dirais beaucoup d'historiens qui se lancent dans le monde académique puis dans la recherche.
pour devenir prof d'université ou écrire des livres et tout ça, veulent un peu laisser leur marque à travers l'histoire comme étant le grand expert qui a fait telle découverte. Qui a trouvé, là, ouais. C'est ça, ou qui aurait interprété un sujet ou qui s'est vraiment construit comme étant un expert de tel ou tel sujet, mettons. Il y avait un peu de ça à l'époque aussi, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus impartial, même s'il y a encore un peu de partialité, là. Souvent, les historiens ont dit souvent qu'on s'entend jamais entre nous, puis au nombre de colloques et de congrès auxquels j'ai assisté, je peux te dire que c'est vrai, il y a beaucoup de débats. C'est ça, hein? C'est que chacun a sa version quand vous tombez dans le... Chacun a sa lecture, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un être humain qui l'écrit, puis fondamentalement, on n'est pas des personnes parfaites. Ouais. Fait que vu qu'on n'est pas parfait déjà de base dans notre création même, c'est sûr que tout ce qu'on produit va toujours avoir un peu de partialité, puis ça sera jamais réellement parfait, tu sais. Mm-hmm. Puis à l'époque, c'était ça aussi, mais on avait une volonté un peu plus affirmée de vraiment glorifier des événements. Les premiers historiens, entre autres justement grecs, égyptiens, puis des premières civilisations romains aussi, faisaient des écrits pour glorifier, mettons, telle ou telle bataille, tel ou tel événement. Il y avait un but de raconter également l'histoire puis de la documenter. Mais il y avait aussi un but, mettons, de glorifier tel empereur, glorifier tel régime, commémorer telle ou telle bataille. Donc, c'était vraiment dans un but de promotion, de prestige personnel, puis en même temps de partialité pour dire, ben, je suis l'historien de ce gouvernement-là, de cet empereur-là, donc je me dois de tout tracer sa bibliographie puis que ce soit glorieux, là, qu'il n'y ait pas de tache noire dessus. Là, c'est ça, donc, sans enlever toute la beauté du métier d'historien d'aujourd'hui, à l'époque, était plus glorifié. Oui, exact. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les intellectuels de l'époque, ils n'étaient pas que historiens souvent. C'était des gens qui étaient vraiment multidisciplinaires. Ils pouvaient être philosophes, historiens, sociologues, ils pouvaient être biologistes, ils pouvaient être... plein de professions intellectuelles, autant dans les sciences pures que dans les sciences humaines. Ils pouvaient les cumuler là, puis vraiment faire un peu de tout ça en même temps. Je sais pas comment ils organisaient leur emploi du temps, là, mais ils ne devaient pas avoir beaucoup de temps libre. Où il y avait plus de temps, en tout cas, il y avait moins de divertissement. Là. Ouais. Ah, il y en avait quand même, mais c'est sûr que le rapport au divertissement n'était pas le même, là, clairement pas. On n'avait pas tout le numérique puis l'Internet qu'on a aujourd'hui. Exact, c'est ça. Là, aujourd'hui, puis même toutes les publicités, tout est divertissant. Oui, exact. De quoi se divertissaient les gens? De quoi se divertissaient les gens? Ils se divertissaient beaucoup. De la Mésopotamie à Viking. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on joue à un jeu historique, t'as toujours un différent jeu. Tu fais, ah ouais, OK, ça joue à... Oui, exactement. Écoute, il y avait déjà des jeux de société à l'époque. Je pense entre autres aux échecs, qui est un jeu vieux comme le monde, là, qui date de plusieurs milliers d'années. J'ai plus la date précise en tête. Mais puis toutes les variantes après ça qu'on a, là, même dans les pays asiatiques. Go. Ouais, entre autres. Mahjong et tout ça. Là, bref, on a vraiment plein de jeux de société. Fait que les gens s'inventaient des jeux de société quand même à travers les différentes civilisations. Puis aussi, on avait la conversation sociale, on avait le party, l'alcool, évidemment. Les parties d'alcool, je pense que c'est aussi vieux que le monde. Là, dès qu'on a compris comment marchait la fermentation avec l'alcool, ça n'a pas été long qu'on a eu des parties autour de ça. Là. Donc... On est un genre de singe alcoolique, tu sais. C'est une belle manière de le résumer, mais j'aime bien ça. Est-ce qu'on note, mettons, à travers l'histoire, un début de l'individualisme? Est-ce que, tu me racontes qu'en Mésopotamie, le but, c'était de s'unir pour former une première société, pour s'entraider, parce qu'on savait qu'ensemble, on avait plus de chances de survivre? Mm-hmm. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu avais un genre de bonhomme qui... Est-ce qu'on a des traces de l'histoire de faire « Moi, vous prouvez que je peux vivre tout seul? » Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a toujours eu dans l'histoire des gens qui ont voulu s'improviser ermites et vivre par eux-mêmes. Un exemple le plus absurde, puis je pense que celui-là, tu vas vraiment l'aimer, là, c'est le philosophe Diogène. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non, j'ai hâte. Tu vas adorer ça. Diogène, en fait, c'est un philosophe de l'Antiquité grecque qui a vécu, entre autres, à l'époque d'Alexandre le Grand. Je pense que c'est dans l'Antiquité classique, si ma mémoire est bonne. Puis, Diogène, en fait... En tout cas, elle a l'air bonne à date. ça se pourrait, je connais pas toutes les périodes non plus, là, donc ça se pourrait qu'il y ait des petites erreurs ici et là. Soyez smart, là. Si jamais il y en a, ça me fera plaisir de le savoir puis de le corriger. Mais bref, Diogène, Antiquité grecque, il était reconnu comme étant quelqu'un d'assez particulier et absurde. Il vivait vraiment par lui-même, il ne demandait pas d'aide extérieure. Il vivait en ville, par exemple, puis les gens venaient le voir, ils lui parlaient et tout ça. Parce qu'il y avait quand même une certaine sagesse un peu weird, mais bon, il y avait quand même sa façon un peu là, de voir le monde. Et il était reconnu comme particularité que sa maison, c'était un tonneau. Hein? Le gars vivait dans un baril à l'année longue. Petit baril ou... J'imagine qu'il devait être assez grand pour être de taille humaine, qu'il peut se recroqueviller dedans, là, mais...
Il vivait tout nu dans un baril, littéralement. Puis les gens lui demandaient conseil. Exactement. Il était un peu comme il était à la fois un phénomène de foire qu'un philosophe, je pense, dans les deux cas. Okay. Puis il vivait seul, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant, il datait pas, là, justement. Puis en plus, il n'y avait pas Tinder à l'époque non plus. C'est ça, c'est... Ouais, le monde des rencontres n'était pas le même Mais à cette époque-là. Mais il vivait quand même en ville. Mais il vivait quand même en ville, ouais, exactement. Puis il vivait quand même par lui-même. Fait qu'il n'était pas 100% ermite, mais quand même. Puis c'était quelqu'un de particulier au sens où on lui demandait des choses, puis il respectait pas vraiment l'autorité. Quand Alexandre le Grand lui-même est venu le visiter, justement, pour entendre parler un peu du phénomène, ben la première chose qu'il lui a dit, c'est « Hey, monsieur, tu bloques mon soleil ». T'sais, il y a littéralement le dude le plus puissant de la Grèce antique à l'époque qui est en train de faire littéralement un grand empire de plusieurs nations. Là. Et la seule chose qu'il lui dit, c'est « Man, tasse-toi, tu bloques mon soleil. » Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't Puis, give a fuck. quand on lui demandait « Mais comment ça, vous n'avez pas de relation? Comment ça, vous avez pas, vous fréquentez pas de femmes et tout ça? Comment vous faites pour comme, vous sustenter? » Et le gars a répondu « Je me crosse. » Tout simplement. Tout simplement. C'était libre, c'était libre. Ouais. Mais tout de même, là, ce qui me... Là, c'est parce que c'est pas tout à fait de l'individualisme, là, dans le sens qu'il vivait en société et non, tout. Exact. Puis on vit tous en société aujourd'hui, mais j'essaie de voir à quel point, quand est-ce qu'on a pris un virage un petit peu plus individuel que communautaire, parce qu'on le ressent dans nos villes. C'est souvent chacun pour soi. Oui, oui. Puis, est-ce que t'as un courant historique qui fait en sorte qu'on est devenu un peu plus... Oui, totalement. Je connais déjà la réponse. Ça a commencé tranquillement pas vite avec... Je sais que tu voulais l'aborder en plus, ça, tranquillement pas vite avec le siècle des Lumières. Avec les premiers philosophes, justement, d'idéologie libérale, par exemple, comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et tout ça, du côté de la France, puis les philosophes anglais aussi, là... Thomas Hobbes et compagnie. Bref, toute cette mouvance de philosophes d'idéologie libérale ou parfois conservatrice et autres. Il y avait énormément de brassage d'idées à partir justement du siècle des Lumières au 18e. Et tranquillement, pas vite, on commençait à vraiment parler d'idéaux de liberté. Parce que c'est une époque où graduellement la monarchie puis le pouvoir royal, le pouvoir divin commençait à être de plus en plus remis en question. Déjà à l'époque, ouais, exactement. Puis il y avait un peu une espèce de prise de pouvoir, prise de bec économique et sociale et politique entre, par exemple, les gens de la bourgeoisie, les bourgeois fortunés, et les nobles et les gens de grande lignée, là, finalement, qui étaient tout aussi fortunés et prestigieux. Puis il y avait une grosse prise de bec entre ces deux classes-là. Et graduellement, il y a comme eu un chef de pouvoir qui s'est fait. Et en plus, avec la mouvance des idées libérales, on a commencé à vraiment vouloir former des nouveaux gouvernements, à vouloir revoir un peu notre rapport à la société, au pouvoir. Et de plus en plus, on mettait l'accent vraiment sur l'humain, la pensée individuelle des personnes, la pensée, comment justement s'affirmer en société et tout ça. Et graduellement, on commençait à avoir un peu une espèce de balbutiement là, de l'individualisme pour vraiment mettre de l'avant l'individu, son pouvoir d'action, sa liberté d'action, les chances égales de tout le monde dans la société, puis le concept de liberté individuelle qui a commencé graduellement à peu près à ce moment-là. Là. 18e siècle. Ouais, 18e siècle, puis on l'a vu surtout arriver à travers le 19e. Ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée de l'industrialisation. Là où justement, on avait des machines qui pouvaient produire plus rapidement, avoir des business plus prolifiques, des hommes d'affaires qui pouvaient s'enrichir de manière plus libre, entre guillemets. Ouais, plus rapidement, plus libre. Ouais. Au détriment des ouvriers qui, eux, travaillaient 12 heures par jour à des horaires pas possibles, presque pas de congé, avec aucune sécurité d'emploi. Donc, là, ces ouvriers-là se retrouvent à rêver d'avoir la place du patron en faisant... Exactement. Puis on dit aux gens, c'est possible. Ouais, on dit aux gens, c'est possible, c'est ça. Puis là où ça a vraiment pris vraiment son envol, je dirais que c'est avec un peu l'idéologie du self-made man aux États-Unis. Parce qu'à travers le 19e aussi, les États-Unis ont catché le mouvement industriel et l'ont quand même pas mal intégré. Et de plus en plus... Ça, c'est dans nos sociétés occidentales, par exemple. Ouais, ça, c'est plus dans nos sociétés occidentales, ouais, effectivement. C'est important. Oui, c'est important de mentionner parce que les conceptions sont différentes aussi là, dans d'autres parties du monde. Je connais moi un peu le côté asiatique, mais à tout le moins, ce que nous, on connaît dans notre société occidentale, ça a été plus là. Donc, le self-made man. Ouais. Qui avait besoin de 100 employés par jour qui travaillent 12 heures pour être le self-made man. Ça ressemble à ça, effectivement. On a galvaudé cette expression-là un peu. Hein? Ouais. Ah, tabarouette, ça va vite, là. J'ai plein d'affaires. Donc, l'individualisme qui est né du siècle des Lumières, qui a perduré qui a en fait atteint un pic au 19e siècle aux États-Unis.
Est-ce qu'en Europe, eux, il y avait ce backlash-là aussi? Parce à que ma le siècle connaissance, des Lumières est plutôt parti en Europe. C'est plutôt parti en Europe, oui, effectivement. Mais souvent, je te dirais qu'il y avait quand même des bons vases communicants entre l'Europe et les États-Unis. C'est sûr que, puis l'Amérique en général. Là. C'est quand la ligne du télégraphe dans l'eau, là? L'année précise, je me souviens Mais plus. Je pense que c'est vers le milieu du 19e, mais je suis pas sûr, il faudrait vérifier. C'est ça, fait que ça n'a pas rapport. Non, c'est ça, mais je te dirais que les gens ont toujours trouvé des manières de quand même bien communiquer. Là. Tu sais, souvent, c'est vrai, un des stéréotypes qui me fait toujours rire par rapport à l'histoire, c'est l'idée comme quoi, dès que tu voyais quelqu'un d'un autre pays ou que tu voyais quelqu'un d'un autre continent ou peu importe, la personne capotait puis savait pas quoi faire puis savait pas c'était quoi. Ça pouvait arriver. Mais il reste quand même que les gens étaient en lien entre les nations et les pays beaucoup plus qu'on pense. Aujourd'hui, on est dans une société mondialisée, globalisée. Mais à l'Antiquité, au Moyen Âge, il y avait déjà une certaine forme de mondialisation qui existait. Par exemple, l'Empire romain échangeait régulièrement avec l'Empire chinois à l'époque, déjà. Donc, il y avait des biens qui venaient de la Chine et vice-versa. Comment peut-on dire régulièrement? À travers les routes commerciales. C'est sûr que... Donc, mais c'était aux 3-4 mois. Le régulier était différent. Le régulier était différent, oui, parce que les moyens de transport n'étaient pas mécanisés. On avait des moyens de transport qui étaient carrément pas les mêmes. Fait que oui, les voyages par bateau puis par les routes, effectivement, c'était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. On n'avait pas les autoroutes en asphalte non plus. Ouais. Aïe. François, je pense qu'on a fait le tour. Mais du moins, un bref passage, là, c'est trop. Je me rends compte, 1h15, c'est trop court pour ce qu'on a à couvrir. Il y a beaucoup de matière, ouais. Il y a beaucoup de matière. J'ai adoré ma rencontre avec toi. Pareillement. J'espère que t'as aimé ça. Oui. J'en ressors la tête bien pleine d'idées. Fait que je te remercie grandement. Je retiens, comment il s'appelait, Diogène. Diogène. Je vais aller lire sur ce fucker, il me plaît. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu as une chaîne Twitch sur laquelle, en fait, on s'est parlé par Instagram, mais je t'ai découvert sur Twitch. Hell Frank. Oui, exactement. Hell, H-E-L-L, donc comme enfer en anglais. Hell Frank, tout collé en un mot. Ça vient de où, ça? Ça vient d'un surnom que mon grand frère m'a donné depuis que je suis tout petit. Hellboy. Parce que je m'appelle François, puis à ce moment-là, François ou Francis, ça vire souvent en Frank. Ouais. Puis là, mon frère m'appelle toujours Hell Frank. Donc, avec Earl Frank, quand je me cherchais un pseudonyme de gamer à un moment donné, j'ai pensé à ça parce que mon frère m'appelle continuellement comme ça, même encore aujourd'hui. Puis, à ce moment-là, j'ai tapé E-L Frank. Je trouvais que c'était vide, il manquait quelque chose. Donc là, avec E-L, j'ai fait Hell. T'as pris le démon. Ça a pris ça a pris ça. C'est ça qui a guidé mon pseudo. Merci, Al Frank. Merci de tes connaissances. Merci de ton partage. On va te voir sur Twitch. Et s'il y en a qui ont aimé ce contenu-là, il y en a plus sur Twitch. Et si vous avez envie de voir ce que ça va donner dans le cadre de mon spectacle, Machine, joecormier.ca pour acheter des billets. Salut, ciao!